so. Yeah. Oh, listen to this. Bon, mais si la pluie naturelle se fait attendre, est-ce qu'on ne peut pas provoquer la pluie artificielle sur les champs? C'est une très vieille préoccupation sur laquelle Michel Chevalet fait le point. Ce pilote de planeur est un chasseur de nuages, c'est-à-dire qu'aux commandes de son appareil, il va se laisser porter par les courants verticaux de façon à pénétrer à l'intérieur de ces colossales montagnes de vapeur d'eau. Colossales montagnes car un tout petit nuage, c'est 10 000 tonnes d'eau. Métier dangereux où il faut savoir viser juste, savoir choisir son nuage, apprécier la violence des courants d'air, car en cas d'erreur, vous y laissez les ailes. Le but de l'opération est de comprendre le mécanisme de la pluie, de savoir comment on passe de microscopiques gouttelettes que les courants ascendants maintiennent en l'air à de grosses gouttes d'eau qui tombent. À l'extérieur de l'appareil, il fait moins 40 et pourtant, l'eau ne gèle pas. Mais dès qu'une impureté apparaît dans le nuage, alors un tout petit glaçon se forme. Tout autour, c'est le noyau glacogène, le point de départ de toute goutte de pluie. Un glaçon qui grossit et qui finit par tomber. Si dans sa chute il fond, c'est la pluie. S'ils ne font pas, c'est la grêle. Dès lors, pour déclencher la pluie sur commande, les scientifiques savent ensemencer les nuages avec des cristaux d'iodure d'argent qui jouent le même rôle que les impuretés de l'air. La méthode a fait ses preuves et les Américains l'emploient pour faire avorter les cyclones. Seulement, cette méthode n'est pas sûre à 100%, loin de là. De plus, elle ne marche que s'il y a des nuages dans le ciel, et pas n'importe lesquels, des cumulonimbus. Et ceux-là, l'homme ne sait pas les fabriquer. Pékin dans une tempête de sable. Du sable qui vient du désert de Gobi. Il oblige les Chinois à un nettoyage perpétuel. Alors, pour se passer du jet d'eau fastidieux, les ingénieurs ont décidé de laver la capitale en faisant tomber artificiellement la pluie. La technique consiste à faire décoller cet avion. Au bout des ailes, un dispositif d'aspersion qui laisse échapper des cristaux d'iodure d'argent. Le sel d'argent, en s'accrochant aux particules d'eau, va provoquer un changement moléculaire et la miracle, l'eau tombe. Notre objectif, c'est de faire pleuvoir en premier dans les régions agricoles dépourvues d'eau. Maintenant, tout le monde le sait, la Chine change sans arrêt. En Chine, parfois, c'est la sécheresse, et après, voilà les inondations. La pluie artificielle pour soulager les services de nettoyage, c'est nouveau. En revanche, voilà plusieurs années que les services de l'État aident les agriculteurs. La pluie ici ne tombe pas assez. On ne peut jamais prévoir quand ça va arriver. Aujourd'hui, l'Empire du Milieu est donc très au point avec cette technique. Mais les Chinois, qui ne sont pas tombés de la dernière pluie, savent qu'elle est coûteuse et qu'elle ne fonctionne pas toujours à 100%. Pour faire tomber la pluie ou la neige, pour réduire la grêle, pour détourner les cyclones, il faut aller sur place, il faut aller en altitude dans les nuages. Alors là, on a commencé à développer un certain nombre de moyens qui vont depuis l'artillerie, les roquettes, enfin les fusées, les avions. Alors, par exemple, voilà un avion d'ensemencement instrumenté. Alors, oui, ici, on voit un système qui produit de l'iodure d'argent. C'est un brûleur d'iodure d'argent pour créer de petites particules. Ici, on a des capsules qui permettent aussi d'envoyer de l'iodure d'argent. Donc, il y a un certain nombre de moyens qui ont été développés. Et donc, des opérations ont été menées. Alors, la majeure partie des opérations ont d'abord cherché à forcer la congélation des gouttelettes. Alors, soit pour faire grossir les particules de glace, c'est un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, donc créer des congélations de quelques gouttelettes dans un milieu où il y a énormément de gouttelettes liquides. Et donc des projets ont été menés. Les projets les plus connus sont les expériences israéliennes qui ont duré une trentaine ou une quarantaine d'années, avec des résultats qui annonçaient des augmentations de précipitations de l'ordre de 12%. Donc vous voyez, c'est quand même pas faire la pluie quand il n'y en a pas. Et encore, ces résultats aujourd'hui sont contestés. Les méthodes utilisées, les méthodes de validation utilisées ont été relativement contestées ces derniers temps.
Une autre méthode utilisée, donc, c'était de congeler les gouttes, non pas pour accélérer la croissance des particules de glace, mais pour bénéficier de l'énergie de congélation. Quand les gouttes d'eau liquide se congèlent, elles libèrent une quantité de chaleur latente importante. Et donc, ces projets ont essayé non pas de congeler quelques gouttes, mais de congeler la totalité des gouttes des nuages. Donc, ça demandait des quantités de matériaux mis en jeu très, très importantes. Et donc, un certain nombre d'opérations ont été menées il y a pas mal d'années en Thaïlande, au Texas, en Floride. Autre méthode, on a vu arroser les nuages. Alors, arroser les nuages, c'est l'arroseur arrosé, hein, puisque alors, arroser les nuages, c'est assez compliqué. D'abord, il faut transporter de grandes quantités d'eau. Ensuite, c'est le tuyau qui est long. Hein. Comment ? C'est le tuyau qui est long. Ensuite, il faut arriver à pulvériser cette eau en minuscules particules. Et puis ensuite, il faut espérer récupérer en bas plus d'eau qu'on en avait envoyé, ce qui n'est pas toujours évident. Parce qu'il y a une forte probabilité, s'il manque d'eau, c'est qu'on est dans une atmosphère assez sèche et que l'eau qu'on a envoyée à partir de l'avion, il y a de fortes chances qu'elle soit évaporée avant d'atteindre le sol. Et donc, des méthodes, disons, plus à la mode aujourd'hui, c'est l'utilisation de sel, l'utilisation de poussière hygroscopique. En particulier, on s'était rendu compte que les nuages qui passaient au-dessus d'usines de pâte à papier avaient des gouttes qui étaient beaucoup plus grosses et quelquefois donnaient un peu plus de précipitations que les nuages des régions avoisinantes. Et donc il y a un certain nombre d'opérations qui se sont développées, en particulier en Thaïlande, en Afrique du Sud et au Mexique. Alors ces opérations ont donné des résultats assez surprenants. C'est-à-dire qu'en principe, on s'attendrait à ce que les ensemencements, s'ils fonctionnent, créent de la pluie dans les minutes qui suivent. Et là, dans les 3 cas, on a observé un peu plus de précipitations, non pas dans les minutes qui suivent, mais dans les heures qui suivent, disons 5, 6, 7 heures après. Alors, reportage, où et quand faire pleuvoir? Voilà une enquête que j'ai menée avec Irina Golovkova. Décider où et quand il va pleuvoir. Nous sommes à 50 km de Moscou et cet avion, un Antonov 26, remplit une mission surprenante. Équipé de diffuseurs chimiques, il vole dans les nuages et doit y déclencher la pluie. Notre produit est fait pour provoquer la concentration de l'humidité dans le nuage, de telle manière à déclencher la pluie dans une zone précise. Décollage direction les nuages à quelques kilomètres d'altitude. Le cocktail russe, azote liquide et iodure d'argent, entre autres, est prêt. Lorsque la nébulosité détectée est suffisante, le cocktail est diffusé. Parfois, les militaires en rajoutent même une quantité supplémentaire manuellement. Un budget proche de 4 millions d'euros est consacré chaque année à ces opérations. Il y a pas mal d'opérations qui ont été menées il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années pour essayer de détourner les cyclones tropicaux. En particulier, une des premières expériences, qui était une très grosse expérience aux États-Unis, avait pour nom Storm Fury. Sur les cyclones tropicaux, bon, vous pouvez observer donc ce genre de système. Vous avez des enroulements de cumulonimbus autour d'un œil. Et eh bien, les vents sont beaucoup plus importants près de l'œil. Alors pas au centre de l'œil, mais près de l'œil, dans cette zone-là, les vents sont beaucoup plus importants que si on se situe beaucoup plus loin. Et donc les opérations avaient pour objectif d'essayer de renforcer les cumulonimbus qui se trouvent dans la zone extérieure ici, pour que l'alimentation de ces cumulonimbus renforcés ait tendance à affaiblir ceux qui se trouvaient près du centre. Alors globalement, si vous voulez, donc les opérations qui étaient menées visaient à ensemencer les nuages dans cette région-là, non pas un ensemencement pour détruire les nuages, mais au contraire pour les amplifier. Alors comment les amplifier? Eh bien, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une méthode dans laquelle on essayait d'utiliser l'énergie de congélation des gouttelettes d'eau liquide. Donc dans ces opérations, les opérateurs faisaient des ensemencements massifs à base d'iodure d'argent pour essayer de congeler toutes les gouttes d'eau liquide
et faire en sorte que ces gouttes, en se congelant, libèrent assez de chaleur pour réchauffer l'air. Et cet air devenant plus chaud, eh bien, devait monter beaucoup plus vite et beaucoup plus haut et donner des nuages beaucoup plus violents. Alors voilà un peu un schéma sur une coupe. Voilà le type de système que l'on peut observer avant l'intervention, avec l'œil au centre, avec les systèmes les plus violents qui sont relativement proches de l'œil, et l'espoir, en ensemençant ces régions-là, qui sont les régions donc un peu éloignées, eh bien l'espoir, c'est que ces régions se développent suffisamment pour affaiblir les régions internes, qui sont très proches de l'œil, et avoir donc des systèmes où les vents sont beaucoup moins violents. Si vous voulez, c'est un peu l'histoire du patineur, hein, le patineur qui est en train de tourner. Lorsqu'il écarte les bras, il tourne lentement. Lorsqu'il les rapproche du corps, il tourne beaucoup plus vite. Et en gros, eh bien, on se dit que dans ce système, si les vents sont émis par des systèmes qui sont très très proches du centre, ils vont être très rapides. Et au contraire, si on arrive à les écarter, eh bien, on va se retrouver dans un système qui tourne plus lentement et avec des vents moins violents. Donc, de nombreuses opérations ont été menées à l'époque. Alors, les résultats de ce type d'opération sont loin d'être concluants pour diverses raisons. D'abord, des cyclones tropicaux, il n'y en a pas énormément. Ensuite, c'est très difficile à approcher. Hein, ce sont des systèmes qui sont assez violents. Et puis, ensuite, c'est quand même assez délicat parce que une des dernières opérations qui avait été effectuée, le cyclone tropical a changé de direction et il s'est dirigé vers une région habitée où il y a eu pas mal de morts. Il est fort probable que la déviation n'a pas été due aux opérations, mais qui sait. Et donc, je ne sais pas si vous voyez la responsabilité dans ce type d'opération, si vous êtes ensuite accusé d'avoir fait quelques centaines de morts ou des dégâts du type qu'on a vu en Nouvelle-Orléans après Katrina, c'est quand même assez risqué. Alors, un petit peu dans le même esprit, on a le TSPS, Thunderstorm Solar Power Satellite. En fait, c'est un concept qui utiliserait l'énergie solaire, qui passerait à travers la grosse lentille d'un satellite du type Titan 5. Donc, grosse lentille oculaire. Les rayons du soleil passent à travers, c'est transformé en un rayon micro-ondes qui serait dirigeable, et donc dirigeable vers le centre des tempêtes. Donc des ouragans, ce que vous voulez. Hein. Donc ça permettrait de réduire l'intensité de ces cellules nuageuses destructrices. Voilà, c'est le CEDB, le génie civil américain, qui met ça en place. Voilà, ça c'est voilà, le type de moyen qui peut être mis en place, le type de réflexion qui sort de la tête des techno-scientifiques. Je vous mettrai le lien de toute façon. Voilà. Et malgré tout, il y a quand même un foisonnement de nouvelles propositions qui ont été faites pour essayer de modifier ou de détourner les cyclones tropicaux, surtout des propositions donc sur papier, des simulations, soit d'essayer de créer par exemple des précipitations précoces, essayer de faire précipiter très rapidement les cumulonimbus qui se développent pour les empêcher de trop se développer. Donc ça, en ensemençant par exemple avec du sel, hein, avec des particules hygroscopiques. Absorber l'eau des nuages. Alors c'est un projet qui avait été développé par une boîte qui fabrique des couches absorbantes pour bébés. Donc ils ont imaginé que les produits qu'ils utilisent, qui absorbent je ne sais plus combien de fois leur poids d'eau, pourraient être envoyés dans les nuages pour absorber l'eau des nuages et ensuite se dissoudrer dans l'eau de mer. Enfin, il fallait quand même si ces produits absorbent un très très grand nombre de fois leur poids d'eau, il aurait fallu utiliser quand même des millions de tonnes pour des systèmes comme les cyclones tropicaux.
Des projets aussi pour déstabiliser la machine thermique. Alors, soit par exemple, on sait qu'un cyclone tropical puise son énergie par évaporation au niveau des océans. Donc, par exemple, essayer de créer une mer d'huile en mettant de l'huile sur l'océan pour essayer d'empêcher l'évaporation. Alors, ceci dit, dans un cyclone tropical avec les vents qu'il y a, je doute quand même que la mer d'huile tienne très très longtemps. On raconte que les marins naufragés utilisaient ce genre de méthode pour calmer la tempête. Autre méthode, essayer de réchauffer la source froide. Alors, si vous voulez, les cyclones tropicaux se développent. Il y a une source chaude, une source froide. La source chaude, c'est en bas, c'est l'océan. La source froide, c'est le sommet, hein, c'est au niveau de l'enclume des cumulonimbus. Et donc, il y a des propositions qui sont de réchauffer l'enclume des cumulonimbus en injectant de la suie, par exemple, enfin des particules de carbone. Alors, parmi les projets qui ont été proposés, un projet proposé par exemple par Angel en 2006, c'est de créer un nuage de parasol. Pourquoi pas mettre un gros parasol entre la Terre et le Soleil? Alors, il existe, si vous voulez, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, il existe une zone, c'est pas à côté, 1,5 million de kilomètres, il existe une zone où l'attraction terrestre est égale à l'attraction solaire. Et donc, dans cette zone-là, des particules qui sont installées pourraient rester relativement stables. Donc, ce que propose Angel, c'est d'y envoyer des disques de 60 cm de diamètre à peu près, et pour arriver à faire un parasol, pour arriver à faire un masque. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait quelques milliers de milliards de disques, que ces milliers de milliards de disques pèserait de l'ordre de 20 millions de tonnes et que même en envoyant à peu près de l'ordre du million à la minute, il faudra à peu près 30 ans pour les mettre en place. Donc c'est un projet sur papier. Un autre projet qui a été proposé par un certain nombre de personnes, mais en particulier par Crutzen en 2006, c'est d'essayer de faire comme les volcans. En fait, quand des volcans comme le Pinatubo ont explosé, ils ont envoyé des particules de soufre dans la stratosphère, et ces particules de soufre, ils sont restés un certain temps et ont créé un léger refroidissement de l'ensemble de la Terre de l'ordre de 0,5 degrés Celsius pendant 1 an ou 2. Et donc, des gens se sont dit pourquoi pas essayer de simuler les volcans. Alors, certaines personnes comme Cotton proposent carrément de stimuler l'activité des volcans. Donc il veut pousser les volcans. D'autres personnes comme Crutzen se disent eh bien, on pourrait peut-être envoyer directement des particules de soufre. Alors le problème, si vous voulez, de ces particules de soufre, c'est d'une part déjà qu'il faudrait un volcan comme le Pinatubo envoyer de l'ordre de 20 millions de tonnes de soufre. Donc ça veut dire qu'il faudra envoyer des quantités à peu près équivalentes tous les ans. Et ça veut dire qu'il faudrait des millions. Alors, comment est-ce qu'on les envoie avec des navettes, il faudrait des millions de navettes. Alors, ce que propose Crutzen, c'est des ballons stratosphériques pour envoyer les particules entre 15 et 50 km, mais il faudrait quand même des millions de ballons. Alors, parmi les problèmes qu'on peut noter, c'est des millions de ballons qui partent, ça veut dire que quelque part ils vont retomber, donc une pluie de millions de ballons. Et puis aussi l'impact du soufre. Le soufre, c'est quand même est relativement nocif, en particulier sur la santé, les pluies acides, etc. Et donc c'est un projet où les répercussions secondaires pourraient être relativement importantes. Autre projet, rendre les nuages plus réfléchissants. Donc on sait que les nuages, en particulier les nuages bas, renvoie une partie du rayonnement solaire et que la quantité de rayonnement solaire qui est renvoyée dépend du nombre de gouttelettes des nuages. Donc les nuages qui sont les nuages par exemple au-dessus des océans ont assez peu de gouttelettes et ce que propose la TAM c'est d'augmenter le nombre de gouttelettes des nuages des océans en construisant une flotte de bateaux avec des tours qui enverraient de l'eau de mer en l'air. Et en espérant que, alors soit l'eau de mer atteint les nuages, soit même si elle n'atteint pas les nuages,
eh bien, lors de l'évaporation, l'eau de mer va libérer des sels, et puis il espère que ces sels eh bien, serviront ensuite de noyau de nucléation pour former des gouttes d'eau dans les nuages, et que les nuages, type stratocumulus au-dessus des océans, eh bien, auront plus de gouttes et réfléchiront plus de soleil. Donc moins de soleil qui arrive au niveau du sol. Alors parmi les problèmes que ça pourrait poser, eh bien, des nuages qui ont plus de gouttes ont moins de chances de donner des précipitations et donc possibilité de perturber le cycle des précipitations, possibilité aussi de réduire peut-être les précipitations au niveau des régions côtières, donc un certain nombre de risques. Autre proposition, peindre les déserts en blanc. Alors bon, j'insisterai pas trop là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui paraît très réaliste et ni très important au niveau des quantités d'énergie qui pourraient être renvoyées de cette façon-là. Par contre, il y a d'autres projets à plus petite échelle qui peuvent être plus intéressants. C'est des projets de peindre les toits et les murs des villes en blanc pour éviter la bulle. Vous savez qu'au-dessus des villes, il y a une bulle de chaleur parce que le rayonnement solaire est piégé à la fois par la brique, par le béton. Et quelquefois, en ville, on a des températures qui peuvent être de 6, 7, 8 degrés supérieures aux campagnes environnantes. Donc des projets de peindre les murs et les toits en blanc. Mais ça ne joue pas sur le climat. Ou de végétaliser les toits. Il y a un grand projet à Paris de végétalisation des toits. Après, le deuxième problème, c'est qu'il faut arroser la végétation. Alors, autre possibilité, autre projet, donc tenter de réduire l'effet de serre. Alors, il y a des propositions, par exemple, de dissiper les voiles de cirrus et les traînées de condensation. Globalement, si vous voulez, les nuages, si on prend l'ensemble des nuages, ils sont considérés comme ayant plutôt un effet de parasol. Si vous voulez, si on revient sur les nuages, les nuages renvoient une partie du rayonnement solaire et donc ont tendance à refroidir. On le sait parce que la journée, quand il y a des nuages, il fait moins chaud que quand il n'y en a pas. Par contre, les nuages ont tendance aussi à retenir une partie du rayonnement terrestre. Et on le sait puisque la nuit, on sait très bien qu'il fait beaucoup plus chaud quand il y a des nuages que quand il n'y en a pas. Donc d'un côté, ils renvoient le rayonnement solaire, donc ils empêchent la Terre de se réchauffer. De l'autre, ils gardent le rayonnement terrestre, donc ils font que la Terre se refroidit. Donc il y a deux effets opposés, non, se réchauffe, pardon. Il y a deux effets opposés, et lequel gagne? Alors en fait, globalement, on considère que l'ensemble des nuages a tendance plutôt à jouer l'effet parasol, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à empêcher le réchauffement de la Terre. Par contre, tous les nuages ne jouent pas le même rôle. Les nuages bas de type stratocumulus joueraient plutôt un effet parasol, alors que les nuages hauts de type cirrus joueraient plutôt un effet de serre, le rôle d'effet de serre. Donc là, le projet, c'est de dire, essayons de dissiper les cirrus et les traînées de condensation en les ensemençant avec de la suie, du carbone, de façon à ce que ces particules récupèrent de l'énergie solaire, réchauffent les nuages, et par réchauffage font en sorte que les nuages se dissipent. Alors le problème un peu qu'on va rencontrer dans ce type de proposition, c'est qu'il faudrait utiliser des milliers de tonnes ou des millions de tonnes de suie qui ensuite va se répercuter dans l'atmosphère, va tomber sur le sol. Je ne sais pas ce que ça risque de donner ensuite, mais ça peut avoir des effets conséquents. Que signifie géo-ingénierie ? Nous pensons à une intervention délibérée à grande échelle sur notre écosystème. Beaucoup de projets de géo-ingénierie ont été débattus et l'exemple classique, c'est d'injecter des particules réfléchissantes dans l'atmosphère. Réfléchir à la question de l'aluminium est loin d'être stupide. Il y a eu beaucoup de travaux sur les conséquences environnementales de la présence d'aluminium dans la stratosphère. Contrairement au soufre, l'aluminium a 4 fois plus de volume pour renforcer les petites particules. Vous avez 4 fois plus de surface pour le même niveau de forçage radiatif. Le taux de coagulation est 16 fois moindre, donc ça s'élimine rapidement. On pense même pouvoir le faire avec des masses encore plus réduites. C'est pourquoi nous entendons souvent parler d'aluminium. Ils en parlent dans le brevet de Hug Aircraft de 1989. Dans les échantillons d'eau de surface, le taux d'aluminium augmente.
Et voilà David Case qui annonce que l'aluminium a 4 fois plus de réflexion. Donc on devait parler du soufre. Mais au lieu de cela, ils ont laissé entendre que l'aluminium est 4 fois plus adapté à leur objectif. Il semble qu'ils ne veulent pas que nous connaissions les effets. Voici une étude sur la nanofabrication montrant qu'avec un avion basique, vous pouvez créer des particules d'aluminium de haute qualité. Asperger cette vapeur d'aluminium, on doit pouvoir le faire en théorie. Beaucoup de publications ont déjà examiné la question. Et vous pouvez soit construire de nouveaux avions, ou alors simplement modifier les avions actuels. Allez dans une firme d'ingénierie et demandez-leur. Ils ne vont pas répondre que c'est plus compliqué que d'habitude, ils vont vous répondre qu'ils peuvent le faire. La géo-ingénierie par aérosol n'est pas très chère, donc pour mettre cela en œuvre, ce sera plutôt une évaluation des risques qu'une histoire de prix. Le risque de le faire contre le risque de ne pas le faire. Les politiques auront du coup beaucoup plus de mal à faire le bon choix. Je crois que plus nous ferons de recherches, moins ce semblera facile, car les effets sur l'environnement apparaîtront compliqués. Que cela semble facile aujourd'hui est une bonne chose. Je crois que si nous faisons plus de recherches, nous allons vraisemblablement nous apercevoir que c'était plus compliqué que nous le pensions, que gérer les effets indésirables sera plus difficile que prévu. Il serait plus aisé qu'il n'y ait que des effets bénéfiques, mais bien sûr, la réaction opposée est possible. C'est une question empirique. Comment les gens vont réagir en apprenant ça? Vont-ils se dire que nous devrions être plus sérieux au sujet du CO2 dans l'atmosphère, ou que nous ne sommes que des scientifiques fêlés préoccupés par le CO2 dans l'atmosphère? Et d'ailleurs, ça n'est pas vraiment hypothéquer le futur, c'est plutôt agir pour nos petits-enfants. Le CARB, Comité de Californie pour la recherche sur les ressources en air, ainsi que d'autres cercles d'études, considère les particules de taille inférieure au micron comme particulièrement dangereuses pour la respiration humaine. Dans toutes les discussions actuelles, je n'ai jamais entendu de citation sur ce sujet. Est-ce qu'on a analysé les effets et les retombées de ces matériaux comme l'aluminium hautement réactif pour la toxicité des sols et des eaux? Si ils sont présents dans l'atmosphère, quels seront les effets de ces matériaux sur la santé humaine, en particulier les petites particules d'aluminium? C'est ça la bonne question. Mes collaborateurs de Carnegie Mellon se sont focalisés sur l'impact de ce plan d'aérosol sur la santé humaine. Nous ne l'avons pas publié car nous nous consacrons à notre étude. Noir sur blanc, le calcul de l'ordre de grandeur par des experts en toxicologie montre que l'aluminium ainsi que d'autres particules possèdent beaucoup d'aspects toxicologiques qui doivent être étudiés sérieusement. Pensez aux grandes quantités de particules et leur impact sur la santé humaine. Même si on ne l'a pas publié, trouver la réponse est loin d'être un problème. Question. Pour clarifier, déverser 10 mégatonnes d'aluminium dans l'atmosphère n'aura aucun impact sur la santé humaine selon vous? Il faut que je fasse bien attention ici, séparer la question toxicologique de l'aluminium. Nous n'avons fait que commencer à chercher et nous n'avons rien publié. Rapport USAF, toxicité des nanoparticules d'aluminium. Interaction cellulaire de différentes formes de nanoparticules d'aluminium chez le rat. Lui, il pose la question. Disperser 10 à 20 mégatonnes d'aluminium n'aura aucun effet sur la santé. Et l'autre, il a rempli ses poumons, dégluti et a dit « Il faut que je fasse bien attention ici, nous n'avons rien fait de sérieux sur l'alumine, et il pourrait y avoir quelque chose de terrible demain que nous n'avons pas encore étudié. » Donc en termes de brevet, on a aussi celui-ci. On entend souvent parler celui de Felsbach, de Hughes Aircraft. Et là, pareil, on a une méthode pour précipiter l'eau qui est dans l'atmosphère avec des multicomposants d'aérosol, inclus de l'iodure, silver iodine, donc iodure d'argent, iode, iodate, périodate, de métaux alcalins, du plomb, du cuivre, du barium, de l'ammonium, du chrome de barium, des oxydants, comme de l'ammonium perchlorate, dans les carburants, comme le polyphénylène, phénol, formaldéhyde, résine, époxyne, résine, shellback, misture, des mélanges de tout type.
Des compositions qui peuvent être brûlées et qui produisent des aérosols efficaces. Pour augmenter les pluies, vous avez tout le détail avec les pourcentages, les différents brevets associés, ainsi de suite. Voilà, puis on a aussi des études complètes comme celle-ci faite par Aurora, qui est un spécialiste de l'aéronautique, en contact avec l'université de Calgary au Canada. Voilà. Différentes universités aux États-Unis. Et qui vous, donc là on a le sommaire, qu'est-ce que la géo-ingénierie, introduction de cette étude, considération de l'efficacité de la dispersion chimique dans l'atmosphère. Vous avez 86 pages complètes. L'utilisation des avions pour ce faire, le type de propulsion, les airships, donc on pourrait aussi utiliser éventuellement des ballons dirigeables un petit peu. Il y a aussi les choses qui ne volent pas comme les roquettes, les canons, voilà, des types de plateformes et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très très technique. Voilà, on nous dit que les Boeing 747 ça peuvent être de très bons avions pour se faire, avec des coûts particulièrement réduits, parce que là c'est vraiment une étude de coûts et de faisabilité sur ce projet là. Voilà, les types, les distances, les champs de combustion, comment apporter les produits, à quel endroit, comment ça ressort, ainsi de suite. Pareil, je vous mettrai le lien comment se comportent les accélérations, l'augmentation des accélérations à travers l'injection d'acide sulfurique. Voilà. On parle de soufre juste avant dans la vidéo à plusieurs reprises. Voilà, le type d'avion, les marques, les C-17, les 747. Type de modification, combien ça coûte. Installation de réservoirs, de dispensers, donc de dispersants, enfin de techniques des drains pour disperser tout ça dans l'atmosphère. Modification des réservoirs pour transporter le surplus, ainsi de suite, la charge. Voilà, le tout en images. Et apparemment ça coûte pas très cher. Bon, c'est en anglais, mais c'est plus que réalisable, ça ne coûte pas cher. Voilà, tout est faisable en termes de géo-ingénierie, de dispersion d'aérosols et de produits chimiques dans l'atmosphère. Allez, on continue.